Cette chose s'est jetée sur moi, tel un berger allemand enragé, et je l'ai esquivé tel un ninja. Mais cette chose était si rapide et si forte que son souffle m'a fait perdre l'équilibre. J'ai basculé en arrière et atterri sur mes épaules sur le carrelage, près de la porte d'entrée. Il s'est déchaîné en me donnant des coups sur mon visage et mon cou. Il a lacéré mon sweatshirt avec ses griffes telles des lames de rasoir. J'ai fait de mon mieux pour me défendre, mais il faisait si sombre dans la maison que je ne pouvais presque rien voir. J'ai réussi à me libérer de son emprise pendant une seconde seulement. Je me suis relevé en m'agrippant au comptoir, et ce faisant, ma main a frôlé le petit paquet de sauge que j'avais brûlé. L'imposteur, rapide comme l'éclair, était à nouveau sur moi, me saisissant par la nuque et me tirant avec la force d'un homme de 100 kilos. Sans gloire, je me suis retourné et j'ai écrasé le paquet de sauge sur le visage de la créature, le bout brûlé en premier, et j'ai enroulé mon autre bras autour de sa tête. Les cheveux familiers de Faye se sont emmêlés dans mes doigts. J'ai tiré sa tête en avant et j'ai enfoncé la sauge dans ses yeux, aussi fort que je le pouvais, en hurlant de frayeur. Il a hurlé et grogné dans une langue inhumaine, et a essayé de me repousser. Mais je me suis accroché aussi fort que possible, et j'ai continué en enfonçant mes doigts dans ses yeux, écrasant les feuilles à l'intérieur. Un souvenir du chant de Nathan et Tiwé est apparu dans mon esprit, et j'ai crié la seule partie que je pouvais prononcer. Mes mains ont glissé sur son visage, et j'ai senti que la chose n'avait plus l'apparence de Faye. Je ne pouvais pas voir dans l'obscurité, mais le visage ne ressemblait plus à celui de ma fiancée. Sa bouche était bien trop grande pour celle d'un humain, et ses lèvres humides se drapaient sur sa gueule comportant une centaine de crocs. Puis il s'est arrêté. Il a crié, grogné, et s'est mis à quatre pattes. Ses membres se sont allongés au fur et à mesure qu'il s'éloignait de moi. Sa forme est devenue inhumaine. Je pouvais la deviner même avec la faible lumière. Il a grimpé le long du mur de la salle de bain et passé par la fenêtre, et en un instant, il avait complètement disparu. Je n'ai pas honte de pleurer. Je pleure lors de funérailles, au mariage, et pendant des films, comme Le Bossu de Notre-Dame. Mais je dois admettre que je suis un peu gêné de vous dire combien j'ai pleuré après que cette créature a quitté la cabane. Je ne m'étais jamais senti aussi misérable et seul de toute ma vie. Je me suis arrêté de pleurer lorsque le courant est revenu, probablement 20 minutes plus tard. Le chauffage s'est mis en marche instantanément, et j'ai couru pour fermer la fenêtre de la salle de bain. Mon téléphone satellite n'était plus là, le pistolet non plus. Probablement dehors dans la neige, dans un arbre ou dans le trou. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, et j'ai vu quelque chose par terre sur le porche, juste à côté de la porte d'entrée. Quand j'ai entrouvert la porte juste une seconde, j'ai vu que c'était l'attrape-rêve de Tiwé. Il avait été détruit et placé devant la cabane, comme pour me narguer, me rappelant que je n'étais pas protégé. J'ai regardé la petite horloge dans la cuisine. Elle indiquait minuit 15. J'allais devoir passer une autre nuit dans cette cabane abandonnée des dieux. Mais je me suis juré qu'au lever du jour, quelles que soient les conditions, je prendrais le camion de Greg et descendrais la montagne, quoi qu'il arrive. Peu importe si je tomberais de la falaise, je ne voulais plus jamais voir le soleil se coucher au Colorado un jour de plus. Pendant un moment, j'ai même envisagé de partir de suite, au milieu de la nuit. Mais je vous assure que même dans cette situation, conduire dans le noir sur une petite route complètement verglacée avec une falaise de 150 mètres sur le côté est tout simplement hors de question. Mais la montagne avait d'autres plans pour moi. À un moment, j'ai voulu me faufiler dehors pour déterminer à quelle profondeur le camion était enneigé. Mais en m'approchant, j'ai vu que la neige avait été creusée autour des pneus avant et qu'ils avaient été déchiquetés. Tout ce que je pouvais faire était de laisser échapper un rire nerveux et de retourner à l'intérieur. Il faisait chaud à l'intérieur. J'avais au moins ça. Vers 1h du matin, les voix ont commencé à se faire entendre. Elles s'élevaient au loin dans les bois, plusieurs d'entre elles à la fois,
gémissant et hurlant de sombres élégies dans la nuit. C'était le même charabia maléfique que j'avais entendu des milliers de fois auparavant, mais elles se sont lentement frayé un chemin vers le champ, jusqu'à l'extérieur de la cabane. J'ai brûlé les derniers morceaux de sauge et j'ai passé en revue toutes les fenêtres qui n'étaient pas barricadées par des meubles. J'ai également mis autour de mon cou les bourses médicinales et l'amulette que Tiwé et Nathan m'avaient donnée, en espérant que cela me protégerait. Puis je me suis mis dans l'esprit l'attrape-rêve de Tiwé qui s'est révélé inefficace, et j'ai imaginé mon cadavre gisant dans la neige à côté de lui. À l'extérieur de la porte d'entrée, j'ai distinctement entendu ma propre voix appeler « Faye, c'est moi, Félix, laisse-moi entrer ». Puis près de la fenêtre de la salle de bain, ma voix encore disait « Salut ma chérie, tu me manques tellement ». Il a répété autre chose que j'ai dit au téléphone lors d'une conversation avec Faye, et même quelque chose que je lui ai dit pendant qu'elle était somnambule dans notre maison en Californie. Il y avait des bruits de pas sur le toit, provenant de 2, peut-être 3 personnes. Des voix d'enfants en pleurs les accompagnaient. Je suis resté dans la cuisine, le couteau dans une main, les herbes dans l'autre, m'apprêtant à mourir. Les voix encerclaient la cabane, comme si une poignée de fous furieux marchait lentement autour du périmètre, en chantant l'enfer. Ils imploraient à l'aide, leur rire était démoniaque. Ils chuchotaient, hurlaient, et se parlaient à eux-mêmes, tout cela en même temps. Leur ombre passait devant les rideaux des fenêtres sans interruption. J'ai entendu des bruits de verre dans la chambre, puis dans la salle de bain. Le piétinement sur le toit est devenu plus fort, et la voix à la porte d'entrée plus pressante. Quelqu'un a frappé à la porte, et les autres ont tapé aux fenêtres du salon. Ils ont tous commencé à crier « Faye, Faye, laisse-nous entrer !» Et « Félix, tu es là ?» Et puis, comme si le ciel l'avait envoyé, une lumière blanche aveuglante a illuminé toute la cabane depuis l'extérieur. Tous les rideaux des fenêtres à l'avant de la maison se sont illuminés, et le bruit des moteurs couvrait les cris. Quelqu'un avait fait le trajet jusqu'à la cabane. J'ai entendu des portes s'ouvrir et des hommes parler. Les pas sur le toit se sont atténués vers l'arrière de la cabane, puis les cris d'enfants se sont dissipés dans les bois à l'arrière, se répercutant en écho à mesure qu'elle se retirait. Le garde forestier a frappé à la porte d'entrée, m'appelant par mon nom et me demandant de sortir. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 5 hommes, certains en uniforme, et le garde forestier. Il y avait un énorme chasse-neige tout-terrain, 2 motoneiges et un gros camion. Ils m'avaient sauvé la vie. Quand je suis sorti, j'ai embrassé le garde forestier. Je n'ai même pas pris ma veste. Il m'a informé qu'il faisait descendre tout le monde de la montagne à cause d'un problème avec le réseau électrique. Il a dit qu'il craignait que je meure de froid. La descente de la montagne a été de loin la plus belle de ma vie, sauf pour la vue. Nous avons serpenté sur des routes blanches et glissantes, et même avec les feux de route du camion allumés, je pouvais tout de même voir les étoiles les plus brillantes que j'ai jamais vues de ma vie. Mais en dessous, suspendus dans les arbres, il y avait des dizaines et des dizaines de corps humains. Ils étaient suspendus par des cordes à leurs pieds ou à leurs cous. Certains d'entre eux étaient gravement lacérés, ou il leur manquait des membres. Le garde forestier n'a pas semblé le remarquer, et j'ai gardé la bouche fermée. Je pouvais presque distinguer leurs visages figés, sans vie depuis des années, voire des décennies. Leur sang à présent noir tachait les troncs des arbres. Je ne sais pas si c'était les esprits dont Tiwé parlait, ou si j'étais simplement en train de vivre un épisode de folie passagère. Je ne sais pas si un jour j'aurai la réponse à ça, mais je suppose que si le garde forestier était arrivé plus tard, je serais devenu l'un d'eux. Cette image va me hanter pour la vie. Nous sommes arrivés au poste de garde et nous y avons passé la nuit. J'ai dormi sur un lit de camp dans une pièce où se trouvaient une quinzaine de personnes, toutes originaires de différents endroits de la montagne. J'ai demandé au garde s'il avait eu des nouvelles de Tiwé ou de Nathan, mais il m'a répondu par la négative.
Le lendemain matin, un de ces hommes m'a conduit directement à l'aéroport international de Denver, et j'ai embarqué dans un avion sans aucun bagage. Cela n'avait pas d'importance. J'avais la bague de Faye dans ma poche. C'est tout ce qui comptait. Quand je suis enfin arrivé à la maison, Faye n'arrêtait pas de m'embrasser et de me crier dessus. J'ai compris qu'elle était en colère parce que j'avais passé trop de temps à essayer de prendre le contrôle de la situation, à la traiter comme une enfant et à ignorer ses sentiments dans ma croisade pour la sauver. Elle était contrariée que je l'ai confiée à mes meilleurs amis sans leur demander leur avis, mais elle semblait apprécier leur aide. Richard et Jason étaient très heureux de quitter ma maison et de ne plus jamais regarder Faye dans les yeux, mais ils avaient de bonnes nouvelles pour moi. Faye n'avait pas été somnambule ou n'avait rien fait d'anormal depuis plus de 24 heures. Cela correspondait presque exactement au moment où j'ai récupéré la bague dans la trappe-rêve. Après m'avoir réprimandé pendant 1 heure environ pour avoir été un idiot stupide, Faye m'a pardonné et nous nous sommes allongés dans le lit ensemble et avons parlé de tout. Je lui ai présenté mes excuses pour la façon dont je l'avais traitée et je lui ai passé la bague au doigt. Elle avait l'air soulagée de la voir à nouveau. J'ai juré que je ne ferais plus jamais une telle erreur. Nous avons tous les deux dormi une nuit entière. Pas de terreur nocturne étrange, de mauvais rêves ou de troubles du sommeil d'aucune sorte. Et le matin, je lui ai préparé son petit déjeuner préféré, des gaufres. Vers 11 heures, j'ai reçu un appel. À mon grand soulagement, c'était Nathan. Je lui ai immédiatement demandé des informations sur T-Way et ce qui s'était passé exactement après qu'ils aient quitté la cabane ce jour-là. Il a ignoré mes questions et a dit de façon très inquiétante « Laisse-moi parler à celui qui t'a suivi jusque chez toi. » J'ai dit quelque chose comme « Quoi ?» Ce à quoi il a répondu « Celui qui se fait appeler Faye. » Ma fiancée et moi étions assis sur le canapé à regarder le dernier Game of Thrones. Alors je lui ai tendu le téléphone en disant « C'est pour toi ». Elle l'a mis à son oreille et a dit « Allô ?» et a écouté pendant environ 1 minute. J'entendais Nathan parler, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Soudain, une substance noire a explosé en vomissement de la bouche de Faye. Elle a recouvert le canapé et le tapis et m'a fait sursauter. Faye s'est effondrée sur le sol comme une poupée de chiffon en toussant et crachant. Je suis tombé à genoux à côté d'elle, paniqué, lui demandant si elle allait bien. J'ai pris le téléphone et commencé à crier à Nathan, exigeant de savoir ce qu'il lui avait dit. Nathan s'est contenté de dire « S'il te plaît, Félix, écoute-moi. » Puis il a commencé à réciter une sorte de chant ou d'incantation. Un Roland de vomi s'est engouffré dans ma gorge et est sorti de ma bouche, et comme pour Faye, c'était noir et huileux. Je suis hémétophobe, et vomir me plonge dans un état de quasi-catatonie. Mais Faye s'était rapidement remise, et était là pour me ramener à la raison. Nathan m'a de nouveau parlé, et m'a expliqué ce qu'il avait fait. J'y reviendrai dans un instant. Faye et moi avons passé le reste de la journée à nous sentir mal à l'aise. Et nous sommes finalement allés au centre de soins d'urgence, de l'autre côté de la rue pour y être examinés. Ils nous ont fait une prise de sang, nous ont auscultés et nous ont renvoyés chez nous en nous disant que nous avions souffert d'une intoxication alimentaire. Mais je sais au fond de moi que ce n'était pas dû aux aliments. Heureusement, nous nous sommes sentis beaucoup mieux après quelques heures. J'ai mentionné il y a quelque temps que T-Way et Nathan avaient un désaccord sur l'identité de la vraie Faye et sur l'existence même d'un double de ma fiancée. Lorsqu'ils sont redescendus de la montagne à pied depuis la cabane il y a quelques jours, ils ont été obligés de passer par la forêt pour éviter les effondrements de neige sur la route. Là-bas, dans les bois, ils ont entendu les pleurs d'une femme et les ont suivis jusqu'à une mine abandonnée. Tous deux savaient qu'il s'agissait très probablement d'un leurre, mais T-Way a dit qu'il fallait qu'ils explorent la possibilité que Faye soit vivante quelque part dans la montagne. La tempête est arrivée plus tôt que prévu. Ils restèrent debout à l'entrée de la mine, écoutant les plaintes d'une jeune femme quelque part dans l'obscurité. Mais ils conclurent que sa voix était trop étrange pour être celle d'un humain. T-Way et Nathan décidèrent de bénir l'entrée de la mine,
ce qui pourrait empêcher les esprits de sortir, mais leurs chants rendirent furieux ceux qui y vivaient. Ils sont sortis des tunnels et ont attrapé Tiwé. Il a crié alors qu'il s'éloignait dans le tunnel dans l'obscurité. Nathan n'a pu le suivre. Il s'est enfui, terrifié, mais s'est perdu dans la tempête. Il a erré pendant 1 heure, craignant de mourir, et a fini par tomber sur un corps qui se balançait sur une branche. Son sang coulait encore, et n'avait pas encore gelé. Nathan savait que c'était le corps de son père. Il a fini par retrouver le chemin de la maison. Il a dit que la voix de son père l'avait guidé hors de la tempête. Nathan m'a expliqué que l'envie de l'imposteur de contrôler un esprit et son penchant pour le meurtre étaient en fait 2 choses différentes. Ces créatures chassent et tuent au hasard pour récupérer des parties humaines dont elles ont besoin afin de se confondre avec les humains pendant un instant. Mais leur véritable plaisir est de contrôler une personne de l'intérieur. Faye était l'une de ces personnes qu'ils avaient choisies, et l'obsession de l'imposteur sur elle avait déjà duré 2 décennies. Après une période suffisamment longue, leur présence dans le corps et l'esprit d'une victime laisse une tache dans leur âme. Cette corruption nécessite une purge, d'où la scène où nous avons vomi, Faye et moi, dans le salon. Nathan m'a invité à l'enterrement de Tiwé. J'ai malheureusement dû refuser car je suis sur le point de perdre mon emploi et je suis fauché par cette expérience. Mais j'ai promis que j'honorerai sa mémoire à ma façon. Je ne peux pas retourner dans cet endroit. Heureusement, Nathan a été plus que compréhensif et m'a promis que nous nous reverrons bientôt. Je suis encore en train de réfléchir à tout cela. Je n'ai pas encore toutes les pièces du puzzle. Si vous aussi cherchez les réponses, vous allez devoir m'aider à les trouver. Mais je pense que j'ai compris au moins une partie. L'imposteur m'a rendu la bague de Faye. Il voulait que je détruise le capteur de rêve. La bague était un objet de grande valeur sentimentale, à la fois pour Faye et pour notre relation. La créature l'utilisait pour envahir l'esprit de Faye et contrôler ses pensées. Son but était de la convaincre que c'était moi, afin qu'elle l'accueille dans notre maison tard dans la nuit. Nathan a dit que la maison représente symboliquement le corps et la bague notre union. Être accueilli dans la maison, c'est se voir accorder l'accès à Faye. Mais comme l'imposteur n'a jamais pu apprendre de Faye tout ce dont il avait besoin pour m'imiter, il a abandonné ce plan et s'en est pris à moi. Il m'a rendu la bague, abandonnant ainsi son pouvoir sur Faye. Mais j'ai cassé l'attrape-rêve pour la récupérer. Il s'avère que cet effrayant et mystérieux attrape-rêve protégeait en fait la cabane et tous ceux qui s'y trouvaient. C'est pourquoi l'imposteur devait être invité pour y entrer. Quand je l'ai cassé, la créature aurait pu facilement entrer et me tuer. Mais elle avait besoin d'informations de ma part avant de le faire. Elle avait besoin de connaître l'un des secrets les plus enfouis de Faye pour prendre le contrôle de son esprit. Je ne sais pas si je vais pouvoir un jour résoudre le mystère du chiffre 5, mais une chose est sûre, le fait de ne pas le savoir a sauvé la vie de Faye. Quant à Faye, elle est redevenue normale et en parfaite santé. Elle dort profondément et ne fait que marmonner un peu, ce qui est plutôt normal pour elle. Son sens de l'humour est également revenu. Hier soir, alors que nous allions nous coucher, elle a éteint la lumière et m'a dit « Merci d'avoir fait tant d'efforts ». Puis elle s'est penchée vers moi et m'a léché le visage. Quelques semaines plus tard. Je suis désolé de ne pas vous avoir donné des nouvelles plus tôt. Mais Faye et moi avons essayé d'oublier. Nous voulions laisser tout ça derrière nous et avancer dans nos vies. Faye a retrouvé sa force de caractère. Elle porte sa bague de fiançailles. Elle n'a pas quitté son doigt depuis qu'on l'a récupérée. Mais il y a 2 nuits, des choses bizarres ont commencé à se reproduire. Je redoute absolument d'écrire ceci, car je sais qu'en y prêtant attention, je risque d'exacerber la situation. La partie de la moquette où nous avions vomi notre petit déjeuner est tachée, comme indélébile. Financièrement, je n'ai pas pu me permettre de faire venir un nettoyeur professionnel.
Lorsque nous avons regardé le nouveau Game of Thrones dimanche, Faye m'a fait remarquer que la tache ressemblait à la forme d'un homme. Elle fait environ 1 mètre de long et ressemble à une sorte de troll en 2 dimensions. Nous avons fait quelques blagues de Rothschild à ce sujet, puis nous sommes allés au lit. Je me suis tourné au milieu de la nuit pour mettre ma main sur le dos de Faye, et à la seconde où ma main palpait le vide sur le lit, un millier de pensées horribles se sont précipitées dans ma tête. Faye n'a pas été somnambule depuis que les choses se sont calmées, et je craignais que ce soit un présage que notre visiteur soit revenu. J'ai trouvé Faye en bas. Elle était assise dans le noir, le dos bien droit, juste devant la télé qui était éteinte. Ses yeux étaient fermés, mais elle passait ses doigts sur la tache noire du tapis, lui murmurant quelque chose. Je me suis précipité pour allumer la lumière, renonçant à ma règle de ne jamais la réveiller brusquement après une crise de somnambulisme. Je ne voulais pas que cela se reproduise, je ne pouvais pas l'accepter. Juste avant que je la secoue pour la réveiller, elle a dit « Comment ai-je pu oublier ?» Elle a repris conscience et n'avait aucune idée d'où elle était. Elle semblait anormalement contrariée que je l'ai réveillée, comme si elle était au milieu d'un très beau rêve, mais elle a ensuite semblé apeurée quand je lui ai dit ce qui se passait. Je lui ai demandé si elle se souvenait de quelque chose, mais elle a dit non. Je ne sais pas si elle m'a menti. En montant les escaliers, elle a inexplicablement vomi sur le mur. C'était de la même couleur noire que lorsque Nathan nous a fait vomir. À ce moment-là, j'étais complètement désemparé. J'ai essayé de garder mon calme et j'ai aidé Faye à se coucher. Je lui ai donné de l'eau et je me suis assuré qu'elle allait bien. Puis j'ai éteint la lumière, fermé la porte de la chambre et passé environ une demi-heure à essayer de nettoyer ce satané mur. Pour un hématophobe, nettoyer du vomi est un supplice. J'avais beau frotter, la tache ne partait pas. Et elle avait une forme d'homme sur le mur. Comme Faye se tenait à mi-hauteur de l'escalier lorsqu'elle a vomi sur le mur, la tache était cette fois beaucoup plus longue que celle sur le tapis, presque 1,50 m de haut. Quand je me suis finalement couché, Faye était encore réveillée et a eu la gentillesse de me masser les épaules. J'étais nauséeux et terrorisé. Elle a essayé de me rassurer, mais nous savions tous les deux ce qui se passait. L'imposteur était revenu. Ou peut-être qu'il n'était jamais parti. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés assis à parler, mais j'ai fini par m'endormir, Faye dans mes bras. Elle a dit autre chose dans son sommeil, mais je n'ai pas pu les saisir. J'étais trop fatigué. Le lendemain, j'ai essayé de joindre Nathan, mais il n'a pas répondu. Je devais travailler, je n'ai donc pas vu Faye de la journée, et je suis rentré à la maison avant elle. J'ai donc passé plusieurs heures à sursauter au moindre bruit extérieur, tout en corrigeant les copies de mes élèves. Quand elle est rentrée, elle a dit qu'elle s'était sentie malade toute la journée et qu'elle voulait juste dormir. Alors elle est montée à l'étage, s'est douchée et s'est mise au lit. Vers 22h30, j'ai éteint mon ordinateur portable et suis monté à l'étage. Faye était assise sur le lit, les pieds sur le sol, regardant par la fenêtre ouverte les bois d'en face. Je l'ai calmement allongée, lui ai frotté le dos jusqu'à ce qu'elle dorme profondément, et j'ai inspecté toute la maison. Je ne sais pas si je deviens parano ou si c'est la fatigue, mais les taches de vomi semblent plus grandes qu'avant. Demain, je vais appeler une entreprise de nettoyage pour qu'ils viennent enlever tout ça. Tant pis si cela va probablement me coûter 200 $. J'ai vérifié l'arrière-cour et je n'ai rien vu. Puis je me suis assuré que la porte d'entrée était verrouillée et que toutes les fenêtres étaient bien fermées. La dernière fenêtre que j'ai vérifiée était celle de la chambre d'amis, celle sur laquelle Faye avait dessiné le chiffre 5 à l'envers pendant son somnambulisme. Je suis resté là pendant un long moment. Il était tard, il faisait nuit, et tous les souvenirs des événements du mois dernier défilaient dans ma tête encore et encore. Je me sentais étourdi et endormi, presque hypnotisé. C'était un sentiment étrange, un mélange ineffable de relaxation et de terreur.
Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai fait cela, mais sans même y penser, j'ai tendu la main et lentement dessiné un 5 à l'envers sur la fenêtre. Et à ce même instant, j'ai vu quelque chose bouger derrière les arbres de l'autre côté de la rue. Faye a brusquement éclaté de rire dans le couloir. Elle dormait debout. Puis elle est retournée dans la chambre, tout en continuant à rigoler dans le couloir. Rien d'autre à signaler pour le moment. Il est 22h31, mardi, au moment où j'écris ces lignes, et je vais me coucher. Je reviendrai vers vous s'il y a de nouveaux événements. Je prie pour qu'il n'y en ait pas. Beaucoup de réditeurs ont mentionné qu'il est possible que la bague que j'ai récupérée dans l'attrape-rêve ait été maudite. Après tout, la bague était là en évidence dans l'attrape-rêve, comme s'il me l'avait rendue. Cela pourrait être la cause des nouveaux événements à notre maison. Faye et moi avons donc décidé de faire un long voyage jusqu'à Pikes Peak, d'où provient cette bague maléfique, et de la détruire en la jetant dans la mine, au sommet de la montagne. Nous avons réuni un groupe de 7 personnes pour nous aider dans cette périlleuse aventure. Non, je plaisante. Je sais que pas mal de personnes ont émis l'hypothèse que la bague est la source du problème à présent. Je prends cela en considération. Mais Faye n'est pas prête à se séparer de la bague pour le moment. Elle vient juste de la récupérer. Mais si l'entité qui cherche à contrôler Faye a maudit la bague et m'a fait briser l'attrape-rêve pour la récupérer, elle est alors bien plus maligne que j'avais prévu. Je vous tiendrai au courant si je décide d'explorer cette hypothèse plus en profondeur. L'entreprise de nettoyage est venue hier pour s'attaquer aux taches de vomi. Le gars m'a dit et répété que ce n'était pas du vomi. Cela lui a pris beaucoup de temps, mais il a finalement réussi à enlever la plus grande partie de la tache sur le tapis du salon et a recommandé que nous allions à l'hôpital. Je lui ai dit que nous l'avons déjà fait. Certaines parties du tapis sont encore tachées et abîmées. Il m'a fait une remise. Le mur de l'escalier est une autre histoire. Le type l'a regardé et a dit que nous devons le peindre. Mais j'ai insisté sur le fait que la tache devait être enlevée avant de le faire. Il m'a dit de décaper et de poncer le mur, ou qu'il pourrait revenir le faire pendant son jour de congé pour une somme modique. Je lui ai dit que j'allais m'en occuper. Il a fait une blague sur l'exorcisme et est parti. Cela ne m'a pas amusé. Faye est rentrée très excitée hier. Elle a eu une promotion à son travail. Nous avons fêté ça en allant dîner dans notre steakhouse préféré. Elle a commandé son plat habituel, Dieu merci, et a pris quelques verres. Je ne bois pas du tout, donc j'étais le chauffeur pour la soirée. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous sommes allés directement au lit, et en montant les escaliers, elle a dit, alors qu'elle était ivre, « J'emmerde ce type », tout en pointant sa main vers la tache sur le mur. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve très étrange. J'ai rêvé que j'essayais de frotter la tache sur le mur, comme je l'avais fait quelques jours auparavant. Mais cette fois, je frottais dans le noir. Le clair de lune s'infiltrait à peine par la fenêtre et illuminait le contour de la tache, qui ressemblait plus que jamais à un homme. L'ombre me dominait alors que j'étais accroupi dans les escaliers. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Le mur derrière la tache s'est effrité, comme de la farine, et a cédé sous ma main. Mon bras a traversé la cloison. Quand je l'ai retiré, il y avait une faible lumière qui passait par le trou. J'ai dégagé la cloison et fait un trou assez grand pour m'y faufiler. Il menait vers un endroit familier. J'ai réalisé où j'étais à la seconde où j'y ai mis les pieds. Il faisait un froid glacial, même dans le rêve. Je me trouvais dans la cave de la cabane, où j'avais trouvé tous ces bocaux et ces cheveux, et où j'avais trouvé les pièces nécessaires pour fabriquer d'autres attrape-rêves. Pris de panique, j'ai fait demi-tour pour retourner dans ma maison, mais le mur était scellé. La seule façon de sortir de la cave était de passer par les panneaux de porte en haut de l'escalier en bois menant à l'extérieur. La neige tombait sur les escaliers. Je me souviens avoir vu quelque chose sur le sol derrière l'une des étagères. Je l'ai ramassé et j'ai immédiatement réalisé son importance.
J'ai eu l'impression de mieux comprendre, que tout était plus clair à présent. Mais avant que je puisse voir ce que c'était, j'ai été réveillé par Faye.